Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va se pencher sur les dernières mises à jour d'un jeu vraiment pas comme les autres, Imaginary Worlds. C'est ce RPG textuel qui tourne à l'IA et on va voir comment il est en train de se transformer, passant d'une simple expérience narrative à une véritable usine à créer des mondes. On va commencer d'un truc qui frustre à peu près tout le monde dans les jeux en ligne. Vous savez, cette impression que rien ne change vraiment. C'est ce qu'on appelle le paradoxe temporel. Les quêtes tournent en boucle, les monstres reviennent à la vie 5 minutes après, et au final, nos actions, elles n'ont pas de réel impact. L'illusion d'un monde vivant, elle s'effrite super vite. Et c'est justement là que Imaginary Worlds essaie de faire bouger les lignes. La question qu'il pose est simple mais ambitieuse. Et si le monde du jeu n'était pas juste un décor de théâtre ? S'il était un personnage à part entière, qui se souvient de tout et qui évolue avec nous ? Juste pour rappel, Imaginary Worlds, c'est vraiment une expérience unique en son genre. Ici, pas de menu, pas de bouton d'action prédéfini. Non, on écrit simplement en langage naturel ce que notre personnage fait. Et derrière, c'est une IA qui interprète tout ça, qui calcule les conséquences et qui génère une histoire, et même des images sur mesure. C'est ça, la promesse d'un monde qui vit vraiment. Et ce qui le rend si spécial, ça repose sur quelques piliers fondamentaux. D'abord, la liberté d'action. On peut littéralement tout tenter. Ensuite, la persistance. Le monde se souvient de tout, de chaque petite action. Les PNJ, eux aussi, ont une mémoire et leur opinion sur nous peut changer. Et puis, il y a le gros morceau, la mort permanente. Oui, ça veut dire que chaque choix a un poids énorme, parce que l'erreur peut être fatale. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. La mise à jour V2.70. Et là, attention, ça change tout. Ce n'est pas juste un patch avec quelques nouveautés, non, ça redéfinit carrément le rôle des joueurs. C'est aussi simple et aussi énorme que ça. Le principe, ce n'est plus de jouer une histoire, c'est de construire le monde où des milliers d'histoires vont pouvoir naître. Et pour devenir créateur, ils ont fait ça de manière hyper accessible. En gros, on prend un abonnement et hop, on peut lancer son propre serveur persistant. Ensuite, on définit les règles de base de son univers, on décide s'il est public ou privé, et c'est parti, on peut commencer à bâtir. Et là, ce qui est dingue, c'est le niveau de personnalisation. On ne parle pas juste de choisir un thème genre fantasy ou SF, non, on peut aller jusqu'à créer son propre calendrier avec ses propres mois, ses propres jours. On peut modifier l'interface, les polices, les couleurs. C'est un contrôle quasi absolu sur l'atmosphère de son monde. Et bien sûr, pour récompenser tout ce travail de création, le jeu a mis en place un statut spécial, le statut de founder, de fondateur. Et ce n'est pas juste un joli badge sur le profil, ça vient avec de vrais avantages. Et voilà l'avantage principal. C'est ça qui montre bien la philosophie du truc. Les Founders ont des jetons, la monnaie du jeu, en illimité dans leur propre monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils peuvent construire, tester, créer des scénarios de folie, pousser l'IA dans ses retranchements, sans jamais se soucier du coût. La seule limite, c'est l'imagination. Ok, donc on peut créer des mondes, c'est énorme. Mais un monde, même magnifique, s'il est vide, ça ne sert à rien. Il faut qu'il soit vivant. Et c'est là qu'interviennent les autres mises à jour qui, elles, se sont concentrées sur l'immersion et l'exploration. Alors ça, c'est un outil tout bête mais super malin, le radar de localisation. Ça donne une idée en un coup d'œil de la densité de joueurs. Vert ou orange, ça veut dire qu'il y a du monde juste à côté de nous. Gris, ça donne une vue d'ensemble sur toute la ville. C'est une manière très subtile de guider les gens vers les zones d'activité, là où il se passe des choses. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres ajouts pour rendre l'exploration plus riche. Par exemple, un tout nouveau monde contemporain a été ajouté, avec un point de départ à Paris, rien que ça. Les lieux ont maintenant une capacité max, ce qui évite d'avoir 50 histoires qui se mélangent au même endroit. Et surtout, l'info est mieux gérée. On a les rumeurs du coin directement dans l'interface, et les nouvelles du monde entier sont filtrées pour ne garder que ce qui nous concerne. Résultat, moins de spam, plus d'immersion. Côté social aussi, il y a eu du nettoyage. Fini de taper des commandes compliquées pour envoyer un message privé. Maintenant, on clique sur un nom, et c'est bon, on peut répondre. Et on reçoit aussi des notifs clairs quand quelqu'un entre dans la même zone. Ce sont des petits détails, mais ça rend les interactions tellement plus fluides, plus naturelles. Et bien sûr, les mécaniques de RPG pur et dur ont été approfondies. Il y a maintenant un vrai système de profession, avec des lieux de travail qui peuvent déclencher des événements. Le combat est devenu beaucoup plus tactique, les créatures ont leurs propres compétences gérées par l'IA, et nous aussi, on peut débloquer de nouvelles aptitudes. Et le petit plus, c'est une nouvelle syntaxe pour cibler précisément un objet ou une personne, ce qui permet à l'IA de bien mieux comprendre ce qu'on veut faire. Alors maintenant, on va parler d'un sujet un peu moins glamour, mais absolument essentiel. L'économie du jeu et la stabilité de tout le projet. Parce que c'est bien beau de créer un multivers, mais il faut que ça tienne la route sur le long terme. Du coup, le modèle économique a changé. Avant, ça fonctionnait avec des dons. Maintenant, on passe à un système plus professionnel avec des packs de jetons qu'on peut acheter via Stripe. C'est un changement important qui vise vraiment à pérenniser le jeu, à lui donner des fondations solides pour l'avenir.
Et on parle de gros packs, 250 000 jetons d'un coup. Mais le vrai avantage au-delà du nombre, c'est que maintenant le portefeuille est persistant et sécurisé. Fini le risque de perdre ses jetons d'une session à l'autre, ce qui pouvait arriver avant. Et pour piloter tout ça, les développeurs ont mis en place de nouveaux outils. En gros, ils ont un tableau de bord qui leur permet de surveiller toute l'économie du jeu en temps réel. C'est un peu comme les outils qu'utilisent les économistes. Ça leur permet de voir combien de jetons sont dépensés, quel est le niveau moyen des joueurs. Tout ça pour garder le jeu équilibré et juste pour tout le monde. Autre changement stratégique, cette fois sur la gestion des ressources. La génération d'images, ça consomme énormément de puissance de calcul. Du coup, au lieu d'avoir un quota par personne, il y a maintenant un quota global pour tout le serveur. C'est une décision intelligente pour garantir que la ressource soit partagée équitablement et que quelques personnes ne monopolisent pas tout. Bon, pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir des mondes numériques? Où est-ce qu'on va avec des projets comme Imaginary Worlds? Cette citation, elle est intéressante parce qu'elle oppose deux visions. D'un côté, il y a la nostalgie des mondes comme le Minecraft des débuts, des mondes qui promettaient avant tout la découverte, l'aventure. Et de l'autre, on a une tendance qui pousse de plus en plus à l'entrepreneuriat, où chacun devient un peu le développeur de son propre coin de jeu. Et c'est précisément là que le cas d'Imaginary Worlds est passionnant. En donnant à tout le monde les clés pour bâtir des univers complets, il se situe pile entre ces deux philosophies. Alors, est-ce qu'on est face à l'outil ultime pour la création collective et la découverte, ou est-ce que c'est la naissance d'une nouvelle forme d'entrepreneuriat narratif? C'est une excellente question, et je crois que la réponse, on la trouvera dans les mondes que les joueurs eux-mêmes vont maintenant inventer.